Vous voyez ce moment où vous passez la porte du bureau en levant la main et en disant « Allez, au revoir, hein, on se voit bientôt ?» Oui, les vacances, exactement. Quel pied de marcher d'un pas léger vers le rien faire du tout. Sauf que souvent, ça va aussi avec la culpabilité, de se prélasser alors qu'il y a tellement de dossiers sur la table qui n'attendent que nous. Sans parler de celle d'avoir des vacances productives. Il faut lire les romans de l'été, rattraper le rangement de printemps, apprendre de nouvelles choses. Sauf qu'en fait, se reposer, mais se reposer pour de vrai, ne rien faire du tout, c'est bon pour le cerveau. Avant de faire cet épisode, je dois avouer que je voyais l'intérieur de notre boîte crânienne comme une machine à stimuler constamment, par peur qu'elle ramollisse. En fait, j'ai découvert que beaucoup de mes a priori sur la manière dont notre cerveau fonctionne étaient faux. C'est le chercheur en neurosciences Michel Le Van Cuyen qui a écrit un livre pour expliquer ça. Il est chercheur à l'INSERM et un jour il se lève et il se rend compte que son visage est paralysé. Il file aux urgences parce qu'il pense qu'il fait un AVC. En fait, ça n'est pas un AVC, c'est une réaction provoquée par le surmenage. Pour guérir, les médecins lui prescrivent du repos. D'abord, c'est la frustration parce qu'il a l'impression de perdre son temps. Puis il se sent de mieux en mieux, il se demande pourquoi. Résultat, il en sort un livre intitulé « Cerveau et silence ». Et moi, je lui ai demandé dans notre entretien par Skype pourquoi notre cerveau a besoin de silence pour fonctionner. J'ai aussi interviewé Sandrine Gossin-Casanova. Elle travaillait dans le marketing digital en Argentine, et puis un jour, elle part en vacances en Patagonie. Et il n'y a pas de réseau. Après la panique, elle réalise que ça lui fait un bien fou, et du coup, elle décide d'en faire profiter les autres. Alors avec son acolyte d'aventure, elle fonde Out of Reach, en français ça veut dire pas joignable, une agence de voyage qui aide les gens à vraiment déconnecter en vacances. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours. Le bruit, c'est ce compagnon avec nous en permanence, à tel point qu'on ne le remarque même plus vraiment. Il y a notre portable qui vibre constamment, les voitures dans la rue, la musique dans les magasins, le bruit de fond de l'open space, tous ces sons qui nous sollicitent et nous épuisent. Par exemple, on sait que lorsque vous êtes soumis à des niveaux de bruit qui sont relativement élevés, autour de 60 décibels, donc c'est le bruit que vous entendez dans un bureau calme, eh bien, ça a une influence sur votre organisme. Ça semble une évidence, mais l'oreille n'a pas de paupières, comme les yeux. Donc c'est un sens qui est toujours en fait actif, même par exemple pendant le sommeil. Et on peut expliquer cela par le fait qu'il y a des millions d'années, l'audition était une sorte de système d'alerte qui permet de prévenir en cas de danger. Et c'est vrai qu'à chaque petit bruit que vous entendez, eh bien votre cerveau sécrète un certain nombre d'hormones associées au stress, qui préparent d'une certaine manière le corps à l'action. Et on sait que lorsque, effectivement, vous êtes soumis en permanence à un niveau de bruit élevé, votre, d'une certaine manière, organisme est en tout le temps submergé de ces hormones de stress, et ceci a des effets secondaires néfastes pour l'organisme, mais également a des conséquences sur le fonctionnement même du cerveau. En 2019, on estimait à 34% les salariés en France qui travaillent dans un espace ouvert, réunissant plus de 10 personnes. Le problème, c'est que le bruit, non seulement ça provoque du stress, mais en plus, c'est nocif pour nos neurones. Plusieurs études semblent montrer que le bruit affecte également l'activité même du cerveau. Par exemple, c'est une étude allemande qui a montré que les capacités de mémoire et les capacités de lecture ont été perturbées chez les enfants près d'un nouvel aéroport près de Munich. Et il y a une grande étude qui a été menée auprès de plus de 2000 enfants dans 90 écoles européennes qui a montré qu'il y a une corrélation entre la baisse des performances scolaires et puis le niveau de bruit. Vous voyez que le niveau de bruit a un effet également délétère sur les fonctions cognitives. Donc ça, c'est un problème. Ça, c'est déjà les conséquences du bruit en lui-même. Mais c'est vrai qu'on vit dans les open space dans une sorte de stimulation, pas seulement auditive, mais aussi une stimulation au niveau des informations. C'est-à-dire qu'on est, d'une certaine manière, on vit dans des open space dans une sorte de bruit de fond permanent, numérique permanent, qui expose les cerveaux à une sorte de bombardement de distraction, de sollicitation ou de nouvelles informations. Et à haute dose, haut niveau de stimulation, d'information, mais ça perturbe notre attention et ça épuise notre cerveau. Le bruit en open space, ça n'est pas seulement la stimulation auditive, c'est aussi toutes les sollicitations extérieures. On est dérangé en permanence.
Ça s'était bien montré par les travaux d'une sociologue, une psychologue qui s'appelle Gloria Mark, qui est une psychologue de l'Université de Californie qui a étudié les open space. Elle s'est rendue compte que les salariés qui travaillent dans un open space sont environ interrompus toutes les 11 minutes. La même chercheuse a montré qu'il faut ensuite 25 minutes pour réussir à se concentrer de nouveau sur la tâche après l'interruption. L'accumulation de ces interruptions et toutes les nouvelles demandes qui sont parfois associées créent ce que les psychologues appellent une surcharge cognitive. C'est-à-dire c'est un sentiment qui peut devenir une véritable douleur, qui est d'avoir cette impression de faire trop de choses à la fois, en fait. Être constamment dans le bruit, très souvent interrompu, sollicité, c'est intenable pour notre cerveau. En fait, il a besoin de silence pour se régénérer. Spontanément, moi j'imaginais qu'au repos, le cerveau ne faisait pas grand-chose. En fait, la science est restée sur cet a priori jusque dans les années 2000. Ces phases de non-activité apparente, on va dire, n'intéressaient pas vraiment, jusqu'à ce qu'un chercheur ait la curiosité d'observer l'activité cérébrale au repos. Pendant longtemps, en fait, les recherches sur le cerveau se sont surtout intéressées au cerveau en activité, le cerveau en action, en particulier sous l'angle de la performance, c'est-à-dire le calcul, les performances intellectuelles, donc les prouesses parfois que le cerveau peut faire. Et c'est vrai que tout ce qui est régénération du cerveau, cerveau au repos, a été moins en fait, compris, ça intéressait moins les scientifiques. Donc c'est un Américain, un neurologue de l'Université de Washington, et a fait pour la première fois une expérience en 2001 qui était, d'après moi, qui était extraordinaire, qui est tout simplement d'enregistrer dans un scanner IRMF, donc un scanner qui enregistre l'activité métabolique du cerveau. Eh bien, Marcus Reich a demandé aux participants de rien faire du tout dans le scanner. Donc, c'était un peu paradoxal d'enregistrer une personne qui ne fait rien. Mais une des premières observations qu'a fait ce scientifique a été que lorsqu'on ne fait rien de particulier, eh bien, il y a des grandes vagues d'énergie qui parcourent le cerveau. Donc, ces vagues d'énergie à des fréquences très lentes, autour de 0,1 Hertz. Donc, ça correspond à une grande vague toutes les 10 secondes environ. Et ces grandes vagues, en fait, affectent des parties tout particulières du cerveau, en particulier entre les deux hémisphères. Et donc, il y a une activité donc, que Marcus Reich a appelée les réseaux par défaut, parce que c'est une activité qui s'active par défaut lorsque l'attention de l'individu n'est pas portée vers un stimulus extérieur particulier. Son autre observation a été que cette activité par défaut est une activité qui consommait beaucoup d'énergie, pratiquement autant que lorsqu'on fait une activité cognitive complexe. Et il appelait ça l'énergie sombre du cerveau, en parallèle avec l'énergie sombre du cosmos, qui est cette énergie qu'on n'arrive pas à mesurer et qui semble être, d'une certaine manière, constituer l'ensemble, une grande partie de l'énergie de l'univers, en fait. Donc, c'est une énergie donc, qui n'est pas mesurable directement, qui n'est pas visible, mais qui joue un rôle très important dans l'univers et probablement aussi dans le cerveau. C'est-à-dire que lorsque on ne fait rien de particulier, le cerveau est le théâtre d'une activité intrinsèque qui est extrêmement puissante. Et c'est cette activité justement qui permet au cerveau de se régénérer. Lorsqu'on ne fait rien de particulier, eh bien, le cerveau travaille beaucoup en fait. Il y a même un phénomène rare qui peut se produire grâce au silence, la production de neurones, la neurogénération. Pendant longtemps, on a pensé qu'on avait, en gros, un stock de neurones limité qui, à l'âge adulte, ne faisait que décroître. En fait, il y a quelques conditions où de nouveaux neurones peuvent être créés. L'une d'elles, c'est de rester dans le silence. C'est une expérience faite en Allemagne en 2013 qui l'a démontré. Des chercheurs ont placé des souris dans le silence total 2 heures par jour. Résultat, la production de nouvelles cellules dans la région de l'hippocampe s'est accélérée. Une découverte cruciale, dit Michel Levent-Cuyenne, notamment par exemple pour la maladie d'Alzheimer, parce qu'elle est liée entre autres au manque de renouvellement de cellules dans cette région du cerveau. Le silence, il permet aussi de vider la poubelle de nos neurones. Oui, j'ai appris qu'on avait une poubelle de déchets de neurones. Et comme toutes les poubelles, il faut la vider. Lorsque le cerveau est en activité, il consomme beaucoup d'énergie, et beaucoup de glucose par exemple. Et cette consommation d'énergie crée beaucoup en fait, des déchets, en fait, des sortes de détritus moléculaires qui s'amassent dans le cerveau. Il y a un certain nombre de protéines qui sont très connues, comme par exemple les bêta-amyloïdes, des protéines qui s'accumulent dans le cerveau, tout particulièrement dans le cas de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Le cerveau a besoin, d'une certaine manière, d'évacuer ces déchets. Et pendant longtemps, c'était pour les neurosciences un mystère parce que le cerveau, en fait, ne possède pas de système lymphatique comme les autres organes du corps.
Vos autres organes sont d'une certaine manière drainés par ce qu'on appelle la lymphe, qui enlève les toxines de différents organes. Mais le cerveau, en fait, est très protégé par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui protège le cerveau de l'environnement, et donc il n'y a pas de lymphe qui passe par le cerveau. Donc c'est une énigme pour les neurosciences de comprendre comment ces déchets peuvent être évacués dans le cerveau. Et c'est tout récemment, en 2012, qu'une Américaine qui s'appelle Mackenzie Nagat a compris en fait comment ça se passait. Elle a découvert un réseau spécifique, le réseau lymphatique. En gros, dans le cerveau, il y a des cellules qui ne sont pas des neurones. Elles forment un système où circule un liquide, et c'est grâce à ce liquide que les déchets de notre tête sont évacués. Scientifiquement, ça s'appelle le liquide céphalorachidien. C'est tout à l'égout cérébral. Cette évacuation des déchets dans ce système, en fait, est très, très actif lorsqu'on est en repos, et tout particulièrement lorsqu'on dort. Donc, lorsque vous dormez, votre cerveau prend une sorte de douche qui évacue l'ensemble de ces impuretés. L'accumulation de ces déchets a des conséquences qui sont extrêmement néfastes pour le cerveau. Donc, ces moments de repos sont extrêmement importants pour justement activer ce système, pour recharger d'une certaine manière les batteries du cerveau. Donc le silence est bénéfique pour le cerveau, mais en fait pas seulement. C'est bon pour l'intégralité de notre corps. C'est très important de savoir s'arrêter totalement, et en particulier pour ce qu'on appelle la régulation du système nerveux autonome. C'est un mot un peu barbare qui signifie que le cerveau a un contrôle sur l'ensemble des fonctions vitales, comme les battements cardiaques, sur la respiration, la digestion, par un système qui est autonome, c'est-à-dire inconscient, qui s'appelle donc le système nerveux autonome. Le cerveau gère toutes ces fonctions de notre organisme qu'on fait sans y penser. Le cœur qui bat, respirer, digérer. Et ce grand système, en fait, est composé de deux grandes branches. Vous avez d'un côté le système dit sympathique. C'est un système qui est une sorte d'accélérateur physiologique. Donc, ça prépare le corps à l'action, ça fait augmenter les battements cardiaques, donc ça réagit au stress. Et il y a un autre système, qui est le système parasympathique, qui est lui, en fait, un système qui est plutôt de régénération, qui s'enclenche lorsque vous reposez. Il y a un certain nombre d'hormones qui sont sécrétées par ce système qui permet, d'une certaine manière, à l'ensemble de l'organisme, dont le cerveau, de se régénérer. Le truc, c'est que ces deux systèmes, celui de l'action et celui de la régénération, ils ne peuvent pas fonctionner en même temps. Et justement, le fait de s'arrêter, ça active ce système lié à la régénération du corps, le système parasympathique. Et en particulier, il y a un nerf très important qu'on appelle le nerf vague, qui est un nerf qui est activé lorsque vous reposez et qui permet à l'organisme de se régénérer. Et une manière d'activer ce système particulier, c'est en particulier par la respiration. Lorsque vous ne faites rien de particulier, vous pouvez d'une certaine manière souffler tranquillement, vous respirez tranquillement et profondément. Et lorsque votre respiration est assez lente, environ autour de 5 cycles par minute, et c'est à ce moment-là que le cœur synchronise d'une certaine manière ses activités avec la respiration, mais également avec l'activité du cerveau. Le fait de rien faire du tout active une sorte de système qui permet à l'ensemble de votre organisme de se régénérer. Donc ça, c'est un des silences particuliers, ce que j'appelle le silence corporel, et c'est ce silence qui est lié en fait à l'immobilité. Comme un organisme, après des phases d'activité, il faut des phases de régénération. Tous les grands sportifs le savent. C'est qu'on ne peut pas s'entraîner en permanence. Il faut faire attention à bien dormir, à se régénérer. Et le cerveau est un organe qui est très fragile. Il est capable de prouesses, mais c'est un organe qui est très sensible au surmenage. Et donc, l'antidote à ce surmenage, c'est justement des moments de pause, quelques minutes, suffisent parfois pour se régénérer. Michel Le Van Cuyen est totalement convaincu par la nécessité de s'arrêter. Mais ce temps de pause, au départ, il lui a été imposé. Donc, c'est un matin de septembre 2017 où je me suis réveillé et je ne pouvais plus parler. Donc, c'était quand même une expérience qui était particulièrement traumatisante pour moi. Heureusement, c'était pas un AVC, mais c'était simplement ce qu'on appelle une paralysie faciale de Bell. Donc, en fait, c'est une affection du nerf facial qui mène à la paralysie de la moitié du visage. Donc, en fait, pendant plusieurs semaines, je ne pouvais plus du tout parler. Donc, j'étais d'une certaine manière confronté au silence, bien malgré moi, en fait. J'étais probablement en situation de surmenage et cette paralysie était une sorte de signal de mon corps qui me dit que j'étais un peu à bout et qu'il fallait que je m'arrête, en fait. Je suis une personne qui est extrêmement active. Le fait de s'arrêter d'un jour à l'autre, totalement, en fait, était quand même quelque chose qui était très difficile pour moi. On m'a prescrit un repos absolu, c'est-à-dire une interruption totale de toutes les activités, donc vraiment de redescendre le système à zéro,
J'ai dû totalement m'arrêter. Je suis sorti aussi de Paris. Je me suis mis au contact de la nature et pendant plusieurs semaines, effectivement, eh bien, je me suis reposé. Donc, c'était ça la prescription. Et bien sûr, il y a des médicaments aussi à prendre en plus, mais c'est surtout un repos qui a été prescrit. Par le prisme de cette expérience personnelle, j'ai surtout compris que le cerveau a besoin de silence, que le silence en fait est fondamental pour le bon fonctionnement cérébral. Également, par mon expérience, j'ai compris qu'il existait plusieurs formes de silence. Donc, il n'y a pas que le silence acoustique, il y a aussi d'autres formes de silence, qui est par exemple un silence qui est plus intérieur et qui correspond à ces moments en fait de déconnexion dans lesquels on essaie un peu de réduire le bruit de fond des pensées. On essaie de faire taire un peu cette petite voix dans la tête qui dit toujours de faire plus et de faire mieux. Dans mon livre et aussi dans mon travail scientifique, j'essaie de mieux comprendre quelles sont les vertus de ces différentes formes de silence. Donc, il y a un silence qui est donc lié à l'environnement, donc un silence auditif, mais des silences qui sont plus, par exemple, un silence qui est plus corporel, dans lequel on fait moins de choses, on essaie d'être un peu immobile. Il y a des silences qui sont aussi, que j'appelle le silence attentionnel, qui est un silence dans lequel on laisse un peu l'esprit dériver. Et, par exemple, c'est la rêverie. D'après moi, chacun de ces silences ont des vertus particulières sur le corps et sur l'esprit. Mais pour faire respirer ces neurones, est-ce qu'il suffit d'aller inspirer à fond 5 minutes, de marcher 1 heure, ou est-ce qu'il faut vraiment couper totalement ? La durée joue un rôle très important. Là, en quelques minutes, vous pouvez, d'une certaine manière, avoir un effet déjà bénéfique sur votre organisme en respirant tranquillement, profondément. Vous pouvez avoir des effets qui sont très rapides, donc pas besoin de partir en vacances. Pour ça, il suffit de respirer et un peu se poser. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres temporalités. Par exemple, ce qui a été montré par des Japonais, justement, dans le cadre de ce qu'ils appellent le Shirin-yoku. Traduit, c'est les bains de forêt. Donc le Japon est un pays qui est extrêmement confronté aux méfaits de la modernité. Donc le ministère de la Santé japonaise a développé un certain nombre de programmes de prévention, et dont ce qu'ils ont appelé le Shirin-yoku. Donc c'est tout simplement en fait régulièrement, 2 fois par semaine, faire des petites promenades dans la nature sans téléphone portable, sans distraction aucune, mais simplement en essayant d'être en contact avec la nature. Et ce qu'ils ont montré, c'est que 2 jours de promenade, donc à peu près d'une demi-heure, en contact de la nature, avait déjà des effets bénéfiques dans le cadre du mois. Donc si vous faites ça régulièrement, eh bien, vous avez un effet qui peut persister plusieurs mois. Donc là, on est effectivement sur une autre échelle temporelle, en fait. On a échangé avec quelqu'un qui a bénéficié de ce bain de forêt super puissant. Elle s'appelle Sandrine Guessin-Casanova et en l'occurrence, c'était en Argentine, en Patagonie. Je suis partie en Patagonie, en voyage, et j'ai vécu une expérience de déconnexion totale pendant à peu près 5 jours. Alors, je savais que je partais pour une zone un petit peu déconnectée, avec peu de réseau. Donc, je savais, j'étais un peu préparée, mais ça n'en a pas moins été hyper déstabilisant. En fait, quand j'ai perdu le signal, j'ai d'abord senti une forme de panique, un peu le grand vide. Plus de filet, plus rien auquel se raccrocher. On n'a pas l'habitude de vide, en fait. On a toujours, je sais pas, un écran, une notification, quelque chose qui nous... En fait, comme un doudou, quoi. Et puis, rapidement, j'ai quand même senti une libération. Le fait de plus être joignable pour rien ni personne, c'était assez grisant. Et en fait, ça m'a permis de commencer à me reconnecter à ce qui se passait autour de moi. Aux gens autour, en l'occurrence quand même des étendues sauvages avec beaucoup de vent, le son, les sensations du vent. Et en fait, l'attention est revenue, c'est comme si on était plus présent à ce qui nous entoure. Et en fait, tout ça pour dire que c'était une expérience vraiment hyper grisante et hyper ressourçante, comme s'il y avait eu un avant, un après. Et on s'est dit avec Félicie, mon acolyte d'aventure qui m'a rejoint en Patagonie l'année suivante pour vivre le même type d'expérience, on s'est dit qu'il fallait vraiment proposer ça aux autres, qu'on en avait tous besoin. On s'est dit, mais en fait, aujourd'hui, on n'a plus de refuge. Il n'y a plus aucun endroit, plus aucun espace-temps dans lequel on peut se réfugier et respirer. Parce que je pense qu'on peut tous reconnaître que notre smartphone, parce que c'est surtout lui qui nous embarque dans ce train, est là du matin au soir, de la couette à la couette.
et qu'on ne prend plus jamais le temps de respirer, de poser le téléphone, d'être là d'être là, quoi. Alors, elle a décidé de fonder une start-up qui s'appelle Out of Reach, pas joignable. Une agence de voyage qui propose de partir dans des lieux reculés. Pour tout vous dire, très honnêtement, au départ, le concept d'Out of Reach, c'était de proposer de partir en zone blanche. C'était vraiment, pour nous, c'était le Graal. C'était le refuge qu'on recherchait, qu'on voulait proposer. Et en fait, on s'est vite pris un mur. On s'est rendu compte que les gens trouvaient ça génial, mais ils achetaient pas du tout. En fait, ça leur faisait peur. Ça leur donnait pas envie finalement. Ils se disaient ah oui, ça serait super pour un tel, pour mon beau-frère, pour mon mari, mais au final, non. Vous connaissez le mot nomophobie ? Ça désigne la peur d'être séparé de son téléphone portable ou de ne pas pouvoir l'utiliser. Résultat, la déconnexion totale, ça fait rêver, mais passer le cap, c'est une autre histoire. On s'est rendu compte que ce que les gens recherchaient, c'était pas tant la déconnexion totale, mais un cadre propice à la déconnexion. En fait, on a imaginé 3 niveaux de déconnexion plus ou moins intenses. Le premier correspond simplement à un cadre naturel et des activités déconnectantes. On a l'impression d'être au bout du monde, sans forcément être très loin d'ailleurs. Mais en tout cas, on sent qu'on déconnecte de notre quotidien et de la frénésie ambiante. Le second niveau, c'est un niveau de déconnexion un petit peu plus poussé, où on retrouve toujours ce cadre et ces activités déconnectantes, mais en plus, on est un peu moins tenté. Normalement, il n'y a pas d'écran autour de nous, il n'y a pas de Wi-Fi dans l'établissement où on se trouve, dans les établissements dans lesquels on dort. Et le troisième niveau, c'est un niveau de déconnexion, c'est notre fameux Graal. C'est tout ça, mais en plus, vraiment pas de réseau, zone blanche. Alors, pour choisir la zone blanche, je pense qu'il faut lever quelques freins. Et le premier, ça va être effectivement celui de l'urgence. Et si il se passait ceci, et s'il m'arrivait quelque chose, ou s'il arrivait quelque chose à l'un de mes proches et qu'on ne pouvait pas me joindre. Donc, pour ça, effectivement, on a mis en place un système de téléphone d'urgence. Donc, dans tous les cas, les personnes qui partent sur ce genre de séjour sont généralement accompagnées d'un guide parce que c'est généralement des zones assez sauvages. Donc, le guide, il a forcément un téléphone satellitaire. Et quand il s'agit d'un hébergement en pleine nature, on aura toujours le numéro du fermier pas loin ou de l'épicier du village d'à côté. Enfin, il sera jamais vraiment complètement injoignable. Et dans cette crainte de déconnecter, il y a bien sûr le boulot qui joue un grand rôle. Il y a beaucoup de cadres qui viennent nous voir et qui sont sous l'eau, c'est leur mot, je respire plus, je suis sous l'eau, et qui cherchent un moyen de débrancher. Après, c'est aussi un frein aussi pour partir en séjour déconnecté. C'est que souvent, ils estiment qu'ils doivent continuer d'être joignables pour leur travail. Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'entre eux ne choisissent pas la zone blanche. S'ils sont dans un cadre déconnectant, qu'ils sont déconnectés quasiment toute la journée, mais qu'ils s'autorisent, et ça c'est un peu à eux de fixer une discipline et éventuellement aux accompagnants aussi à ce séjour, s'ils s'autorisent une fenêtre de connexion d'1 heure par jour pour être tranquille, pour répondre à ce qu'ils estiment être urgent, pourquoi pas. Après, je suis pas très sûre de l'effet déconnexion, mais il faut parfois y aller petit à petit. Donc ça peut être un premier pas, plutôt que d'avoir le téléphone en permanence et de le checker toutes les 3 minutes, voir si un mail est arrivé. Cette addiction collective, mondiale, au téléphone portable, elle va de pair avec la peur de ne rien faire. Et c'est l'objet d'une des expériences les plus effrayantes que m'a raconté Michel Levent-Cuyenne. Il y a une expérience psychologique d'un psychologue qui s'appelle Timothy Wilson et qui a publié en 2014 un article dans une revue prestigieuse qui s'appelle la revue Science. Et l'expérience est vraiment très simple. Elle a consisté à demander à des participants de s'asseoir dans une chambre vide pendant une quinzaine de minutes. Donc juste s'asseoir avec aucune possibilité de se distraire. On n'a pas les téléphones ou des livres.
Donc simplement, pendant 15 minutes, rester dans une chambre vide. Mais les scientifiques ont mis à disposition des participants un petit appareil qui permettait de s'infliger à soi-même des petites stimulations électriques. Alors, c'est des stimulations sans danger, mais qui font un peu mal. Donc imaginez-vous dans une sorte d'espace vide dans lequel vous avez ce petit appareil qui vous permet de vous stimuler électriquement. Eh bien, les résultats de l'expérience sont très étonnants et ont montré que 67% des hommes et 25% des femmes s'infligent à soi-même, s'administrent à soi-même des stimulations électriques juste pour passer le temps. Donc, ils préfèrent d'une certaine manière souffrir que d'être confrontés au silence et confrontés à eux-mêmes aussi. Spontanément, je me dis non. Jamais, moi, je préférerais m'électrocuter gentiment plutôt que de m'ennuyer. En fait, en y réfléchissant vraiment, je ne suis plus si sûre. Peut-être que je me dirais, allez, juste pour voir ce que ça fait, ça fera une expérience de plus. Pourtant, j'aimerais bien me satisfaire du ne rien faire, réussir à apprécier le silence. Surtout que paradoxalement, ça peut nous rendre plus productifs. Mais c'est vrai qu'une autre forme de silence est ce que j'appelle, moi, le silence attentionnel. C'est-à-dire que ce sont des moments dans lesquels, d'une certaine manière, on laisse le cerveau en roue libre, on laisse ses pensées vagabonder, et c'est tout particulièrement le cas pendant la rêverie. Donc, ces moments dans lesquels l'attention est flottante et le mental produit de manière autonome en fait, des pensées. Et ça, c'est une activité qui est très, très importante aussi pour le cerveau. C'est qu'on n'est plus dans ce contrôle, on n'est plus dans l'intellectuel, mais on laisse simplement les pensées vagabonder. Et plusieurs études récentes ont montré que ça a des effets très importants par exemple, sur la créativité. Donc, ces moments de lâcher prise, des moments de rêverie jouent un rôle très, très important justement pour développer un certain nombre de fonctions, comme par exemple la créativité. Et je donne par exemple dans mon livre l'exemple de Jean-Jacques Rousseau. Peut-être vous avez lu ce livre qui s'appelle « Les rêveries du promeneur solitaire ». Donc, c'est un livre qu'a écrit Jean-Jacques Rousseau tout à fait à la fin de sa vie. Et en fait, il était à la fin de sa vie très rejeté par son époque. Il était très déprimé. Et en fait, il s'est réfugié près du lac de Bienne en Suisse. En contact de la nature, il s'est laissé un peu aller. Il a de nouveau retrouvé une sorte d'élan créatif et de joie de vivre. Et il a écrit son dernier livre. Donc, c'est un bon exemple pour montrer que, d'une certaine manière, ces phases de rêverie et aussi en particulier les contacts avec la nature, en fait, donnent parfois un élan créatif très important et donnent de nouvelles idées et permet de retrouver la joie de vivre. Si vous voulez revenir un peu sur l'histoire, disons, ces moments de rêverie, justement, ont été très critiqués au cours de l'histoire. En particulier, disons, au XIXe siècle, au niveau du début de l'industrialisation. Donc, il n'était pas toujours de très bon ton d'être surpris le nez en l'air lorsque les machines tournaient à plein régime. Et donc, il y a quand même une tendance à penser que la rêverie a d'une certaine manière une mauvaise réputation, une mauvaise influence sur les individus. Par exemple, en psychanalyse, Freud pensait que les rêveries étaient une sorte de tendance négative de l'esprit à se réfugier dans un imaginaire pour ne pas affronter la réalité. Vous voyez ? Donc, il y a une tendance à penser que la rêverie est quelque chose qui n'est pas forcément très bon et très sain. Et justement, je pense que c'est plutôt tout récemment que les psychologues commencent à comprendre que ce n'est pas toujours le cas et que c'est très important de savoir rêvasser, par exemple pour les enfants, peut-être même au bureau, pour justement laisser au cerveau la possibilité de se régénérer, mais également peut-être d'avoir de nouvelles idées. Le prochain défi, ça va être de partir en vacances, avant de revenir pour un prochain épisode fin août, sans me laisser interrompre dans ma lecture, dans ma rêverie, dans ma sieste, par le bip continu des notifications du boulot qui viennent parasiter la tête. Les mails, les WhatsApp. En fait, en vacances, 67% des Français continuent de travailler. C'est une étude publiée en juillet dernier qui l'affirme, et le responsable de ça, pour l'écrasante majorité des gens interrogés, c'est le portable. Il y a aussi la peur d'être licenciés s'ils ne le font pas, pour un quart d'entre eux. Bon, 20% répondent aussi que s'ils le font, c'est parce que les autres le font. Pourtant, normalement, la déconnexion, c'est un droit, depuis janvier 2017. Et légalement, ne pas être joignable quand vous êtes en vacances, ça n'est pas une faute professionnelle. Mais cette loi, elle est loin d'être appliquée. Et en 2018, d'après Opinionway, seulement 16% des entreprises privées avaient créé des règles en interne pour mettre en œuvre ce droit à la déconnexion. Alors on vous invite à partager ce podcast avec votre boss,
pour qu'il ou elle comprenne que couper, c'est bon pour les neurones de tout le monde. Vous venez d'écouter Travail en cours. Louise Emerlé est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchand. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. À bientôt.